UNESCO Remote Radio Week 2021. Get ready for a week devoted to helping radio stations broadcast remotely. 5e journée de la Remote Radio Week et 3e session en français avec des sujets encore une fois particulièrement intéressants. Fatim est toujours avec nous et Antoine Laurent vient de nous rejoindre. Vous travaillez pour popcast.fr. Vous êtes consultant et formateur en innovation médiatique en France. Pour résumer votre profession qui s'articule autour d'un vaste champ de compétences, on va le voir immédiatement. Nous allons parler de l'intérêt d'étendre la diffusion de sons ou de ces contenus à ce que l'on appelle les nouvelles plateformes. D'ailleurs, Antoine, pour débuter, est-ce que vous pouvez, pour nous donner la température immédiatement, mais nous citer quelques plateformes, ce que vous appelez nouvelles plateformes, quelques marques qu'on utilise peut-être sans le savoir d'ailleurs? Oui, bien sûr. Alors, bonjour à tous et merci de m'accueillir pour cette session. Donc, bien sûr, les plateformes actuelles, peut-être que tout le monde ne les connaît pas, mais beaucoup de gens les connaissent et les utilisent, surtout pour écouter de la musique. Donc, ce sont Apple Podcast, donc qui est une version de Apple iTunes. Donc l'application de Apple pour écouter de la musique et des podcasts. L'autre application la plus utilisée pour l'écoute des contenus audio, c'est Spotify, donc beaucoup plus connu pour l'écoute de la musique, mais qui propose évidemment des contenus audio de type radio ou podcast. Enfin, on a la troisième application la plus connue, c'est Deezer. Et ensuite, vous avez une myriade de petites applications, Google Podcast, donc qui n'est pas parmi les principales, mais qui est quand même une application, une plateforme importante. Et ensuite, une myriade de petites plateformes et applications qui permettent d'écouter des contenus audio sur le numérique. Alors, pour une radio, où qu'elle soit sur la planète, Antoine, quel est l'intérêt de se déployer et de déployer son contenu sur ces nouvelles plateformes, Deezer, vous l'avez dit, ou encore Apple Podcast? Alors, l'intérêt, c'est d'abord, il y a un premier intérêt pour les auditeurs de cette radio, c'est la fonction replay, qui est vraiment très, très utile, presque indispensable. Donc, une fonction on va dire, d'archive des émissions de radio qui permet aux auditeurs qui connaissent déjà la radio de réécouter des émissions. Beaucoup de radios, je veux dire la plupart des radios, voire peut-être toutes les radios, enfin la majorité, tentent de proposer des fonctionnalités de replay sur leur site internet en hébergeant directement sur leur site les fichiers son des émissions. Mais les applications comme Apple Podcast, Deezer, Spotify fournissent une expérience utilisateur qui est bien supérieure, donc c'est bien plus pratique pour un auditeur de réécouter une émission en utilisant ce type d'application, puisque tout est étudié vraiment, c'est extrêmement facile, on est sur son téléphone, on a l'écran tactile, on cherche l'émission qu'on veut réécouter, donc ça c'est le premier intérêt. Donc le replay pour les auditeurs de la station de radio. Et ensuite, le deuxième grand intérêt, c'est évidemment d'aller chercher des auditeurs supplémentaires, donc qui ne connaissent pas la radio, qui n'ont peut-être pas du tout accès, puisqu'ils ne sont pas dans la zone d'émission et de réception de cette radio. Donc, vous avez sur ces applications, Apple Podcast, Deezer, Spotify, des millions d'utilisateurs, des dizaines de millions, voire des centaines de millions d'utilisateurs, d'auditeurs qui sont dans le monde entier et donc qui sont des nouveaux auditeurs potentiels pour toute station de radio. Donc le fait de mettre les émissions de radio à disposition sur ces plateformes d'écoute, ça peut permettre de gagner de très nombreux auditeurs et donc de mieux diffuser le contenu de manière plus large et potentiellement dans le monde entier. Donc, on va aller chercher, j'allais dire, une nouvelle audience et on respecte le postulat partout, tout le temps, quand on est chroniqueur, journaliste, animateur. Il faut penser à ces plateformes pour justement engager une nouvelle audience. Voilà pour résumer vos propos. Tout à fait, oui, c'est ça. Ouais. Alors,
quel conseil donner? Est-ce que c'est facile déjà de proposer un programme radiophonique sur une plateforme? Oui, j'ai l'impression que l'inverse est un peu plus délicat quand même. Alors, c'est facile techniquement. C'est quelque chose qui est vraiment à la portée de toute station de radio, de tout producteur de contenu audio. Donc, donc la première partie de la réponse, c'est oui. Et par contre, il y a on va dire un défi à relever qui n'est pas le défi technique. Donc, c'est-à-dire que n'importe quelle émission, il est très facile de la mettre à disposition sur ces plateformes. Par contre, les attentes des auditeurs sur ces plateformes sont très différentes de celles des auditeurs traditionnels, on va dire, qui ont l'habitude d'écouter une radio, voilà, d'écouter le flux d'une radio qu'ils vont connaître, qu'ils vont écouter sur leur poste de radio ou sur leur téléphone portable ou sur leur ordinateur. Donc là, on a ce défi d'essayer, si on veut vraiment gagner des auditeurs, on doit adapter le contenu à ces plateformes-là. Évidemment, ça n'est pas une nécessité absolue. On peut très bien prendre une émission et la mettre sur les plateformes de diffusion numérique. Mais si on veut gagner des auditeurs et avoir la meilleure diffusion possible, il va falloir adapter ce contenu audio. Et ça n'est pas si facile que ça. Ça reste quand même… ça peut casser les codes traditionnels de la radio, finalement. Un peu. Voilà, exactement. Exactement. Alors, on va rentrer, Antoine, tout de suite dans le vif du sujet, parce que vous êtes là pour nous donner des conseils pratico-pratiques, entre guillemets, des conseils de promo, hein, pour assurer et pour s'assurer la plus grande distribution sur ces plateformes. Alors, je vous écoute. Je souhaite m'engager sur ces plateformes de diffusion. Qu'est-ce que vous me conseillez d'abord, prioritairement? Alors, la grande priorité, c'est de faire appel à un hébergeur, à une plateforme d'hébergement de podcasts, ou en tout cas, qu'on appelle ça des podcasts ou des émissions de radio, une plateforme d'hébergement de contenu audio. Donc ça, c'est souvent la première erreur qui a été surtout commise par le passé, par les stations de radio, mais qui est encore commise par les petites stations de radio qui ne connaissent pas cet écosystème. Donc la première erreur, ça a été de se dire je vais héberger moi-même mes contenus sur mon site internet, ou bien en utilisant des outils d'hébergement qui vont être un peu limités comme SoundCloud. Ça, c'est une erreur à ne pas commettre. Il vaut mieux, si on veut être facilement et presque automatiquement disponible sur toutes les plateformes, il vaut mieux faire appel à un hébergeur. Donc le principal hébergeur au niveau mondial s'appelle Acast. Il y a de très très nombreux hébergeurs qui existent et qui sont tous plus ou moins performants, plus ou moins chers, mais qui offrent tous vraiment le service de base qui est de dire voilà, si vous avez un compte chez un hébergeur, donc Acast, vous avez aussi le premier hébergeur français qui s'appelle Ocha. Donc, si vous avez un compte chez ces hébergeurs, vous allez pouvoir uploader, donc héberger vos émissions de radio sur ces plateformes. Et ce sont ces plateformes-là qui vont assurer la diffusion du contenu auprès des plateformes d'écoute. Donc, tout en même temps. Ça, c'est vraiment le gros avantage. Donc, c'est un gain de temps. Pardon, oui. C'est un gain de temps incroyable. Alors, gain de temps et gain de… on s'économise des petits soucis techniques, de ouvrir un compte ou alors envoyer les émissions de radio sur toutes les différentes plateformes individuellement. Si vous allez d'abord chercher un hébergeur, voilà, merci pour l'illustration. Voilà, les hébergeurs, il y en a de très nombreux. On en a qui apparaissent très régulièrement, des nouveaux avec des spécificités. Donc moi, je ne vais pas en conseiller un plus qu'un autre. Certains sont plus gros, d'autres sont plus proches des producteurs, d'autres vont être plus indépendants, d'autres vont proposer plus de fonctionnalités, d'aide, d'accompagnement sur la promotion. Mais dans tous les cas, il faut passer par un hébergeur. Il faut éviter de se dire je vais m'occuper de l'hébergement moi-même. C'est un peu ce que les stations de radio faisaient par le passé. Et ça ne marche pas. Enfin, en tout cas, c'est très compliqué.
Alors voilà pour la première étape. J'ai envie de dire, c'est l'étape la plus facile. Parce qu'ensuite débute toute une série de micro-étapes qui demandent un peu de concentration, là aussi un peu d'effort, parce qu'on n'a rien sans rien. Alors, par exemple, le visuel, c'est indispensable, par exemple, de s'arrêter 30 secondes sur le visuel. Oui, alors, je fais juste une petite remarque générale sur toutes ces petites choses qu'il va falloir rajouter. C'est vrai que souvent, on ne s'en rend pas compte. On se dit, voilà, je fais de la radio, je fais de la production audio. Je vais tout simplement mettre mes contenus en ligne, donc en utilisant ces hébergeurs. Et ensuite, les gens vont pouvoir écouter. Mais quand on passe cette étape, en fait, on change de statut. On passe du statut de producteur ou d'émetteur de contenu audio traditionnel en suivant la logique du flux et on devient un producteur de contenu numérique au même titre qu'un média qui va publier des articles ou qu'un YouTuber qui va publier des vidéos sur YouTube. Et ce statut, c'est très important de le comprendre, sur le numérique, la clé pour faire vivre du contenu, ça va être de réussir à attirer les internautes vers ce contenu. Et donc, pour attirer les internautes, il y a tout un panel de petits éléments qu'il va falloir produire. Et donc, par exemple. Donc, par exemple, le visuel. Donc, vous en avez parlé. Il va falloir, mais du coup, on se transforme du statut, on passe du statut de producteur audio à celui de producteur donc de graphisme. Le graphisme est très important et donc vous en avez parlé, le fameux visuel ou alors ce qu'on appelle dans le jargon de l'audio numérique ou du podcast, la vignette. On appelle la vignette. Voilà, la vignette. On en parlait tout à l'heure juste avant cette session. C'est un petit visuel carré, un peu comme un logo. Qui va être la première chose que les auditeurs ou les utilisateurs vont voir sur les applications d'écoute. Donc, il a tout intérêt à être très engageant pour le coup. Alors, il est crucial, il doit être absolument attractif, puisque la seule chose en fait que les utilisateurs vont voir, c'est toute une série comme une bibliothèque de petites vignettes qui représentent tous les podcasts que l'auditeur peut écouter. Donc, il faut absolument se démarquer. Il faut absolument donc avoir un visuel très fort avec évidemment en évitant les longues phrases, avoir un titre. Qu'est-ce que vous nous conseilleriez, Antoine, en termes de visuel, par exemple, en 15 secondes là? Les couleurs, la police, des phrases courtes, effectivement. Dites-moi. Voilà, un titre très court, donc, puisque le visuel va être tout petit, donc il faut pouvoir le lire. Un fond uni avec une illustration centrale très choc, il illustre bien le thème du podcast. C'est tout, pas plus. Voilà. Alors après, si vous voulez, tout est possible et ça n'est pas une science exacte. Donc voilà, vous pouvez favoriser les couleurs un peu éclatantes. Évidemment, tout simplement, le fait de faire appel à un graphiste professionnel, c'est quelque chose d'extrêmement. C'est un vrai métier. C'est un vrai métier. C'est un métier et malheureusement, on va se dire voilà, c'est le petit logo de mon podcast. Non, en fait, c'est ce qui va faire la vie ou la mort du podcast. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme élément comme ça à respecter, à part le visuel, par exemple? Alors, vous avez tout ce qui concerne le texte. Le texte qui va accompagner. Fatim, une parenthèse avec Fatim qui a une question, dis-moi. Juste une question au sujet des visuels. Est-ce que pour un podcast, il est judicieux de changer le visuel à chaque fois ou de garder le même visuel pour la même thématique de podcast? C'est une bonne question, ça, Antoine. Oui, alors c'est une très bonne question. Ce qui est important, c'est d'avoir un univers visuel qui va être reconnaissable à chaque fois. Donc, vous n'êtes pas obligé de garder le même visuel, mais il faut garder les mêmes couleurs, la même construction du visuel. Et par contre, si vous avez un épisode par semaine, vous pouvez produire un nouveau visuel par semaine. Évidemment, ça demande énormément de temps et d'investissement de produire des visuels de qualité à chaque épisode, mais c'est recommandé. Si vous avez un univers visuel qui est fort, vous pouvez faire des variations sur cet univers visuel à chaque épisode. Ok. Quels sont les autres éléments sur lesquels il faut porter une attention particulière? Alors, l'autre élément principal, c'est le texte. Le podcast va être sur les applications d'écoute
répertoriés comme dans un moteur de recherche. Et donc, avant d'écouter, les gens vont évidemment regarder le visuel, mais aussi lire la description. Donc, la description du podcast, c'est vraiment crucial. Donc, c'est 3-4 phrases, pas plus. Hein. Alors, pour le référencement, il est important quand même d'arriver jusqu'à 1000 caractères. Ah oui, donc c'est plus que 3-4 phrases. Alors. C'est plus il ne faut pas mettre quelque chose de trop court. Par contre, évidemment, c'est pas forcément intéressant d'avoir quelque chose de trop long. On ne demande pas de faire un article de plusieurs pages, mais il ne faut pas faire juste une phrase. Bon, là aussi, j'imagine qu'il faut être engageant, il faut un titre, des entrées de lecture, etc., des mots-clés aussi. Voilà, tout à fait. Le titre doit résumer le contenu de l'épisode, citer les invités, avoir les mots-clés principaux qui résument le contenu de l'épisode. Et ensuite, vous avez exactement la même chose dans le texte de description. L'auditeur doit pouvoir se dire « Ah tiens, je vais entendre, je sais ce que je vais entendre plus ou moins avant de cliquer. » Sinon, il ne va pas cliquer. S'il se dit « Voilà, le visuel n'est pas engageant, la description, je ne comprends pas, je ne clique pas. Donc, votre podcast ou votre émission, elle est morte, elle ne va pas avoir d'auditeurs. » Donc ça, c'est vraiment la base, le visuel et la description. Bon, ça fait déjà un peu de travail. Et puis, il y a les conseils également pour vendre finalement. Je retire vendre. Promouvoir finalement son podcast sur d'autres plateformes, sur celui par exemple, des réseaux sociaux, Facebook, Twitter et consorts. Alors, qu'est-ce que vous nous conseillez, par exemple, et sur les plateformes secondaires hein? Alors, tout simplement, le conseil, c'est de ne pas négliger la promotion sur tous les réseaux sociaux qui sont accessibles. Souvent, on se dit, voilà, je suis sur les plateformes d'écoute, il y a des auditeurs qui sont sur les plateformes d'écoute et c'est suffisant. Non, il faut réussir à amener ces auditeurs vers le podcast. Donc là encore, c'est complètement différent du concept de la radio où l'auditeur reçoit un flux, donc il écoute une émission et ensuite il y a la suivante et il y a la suivante. Là, pas du tout. Il est sur son ordinateur ou sur son téléphone, il faut aller le chercher. Donc comment le faire? Déjà, tout simplement, tweeter sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, les visuels du podcast. Mais ensuite, on peut aller faire des choses un peu plus élaborées. Par exemple, créer des visuels supplémentaires avec des extraits du podcast. Donc, des citations au format texte, mais aussi des extraits vidéo avec l'audio du podcast qui permet aux gens d'écouter un petit extrait. Et surtout, il faut le faire de manière très insistante. C'est-à-dire que quand un épisode est mis en ligne sur une plateforme, ensuite, voilà, il faut faire plusieurs tweets par jour. Il faut mettre plusieurs posts sur Facebook, plusieurs posts sur Instagram et de manière très régulière. Donc, ça demande un investissement en termes de temps qui est non négligeable, mais qui est absolument nécessaire. Il nous reste 3 minutes. Est-ce que le but du jeu, c'est pas de créer une communauté à part entière qui vous suivra ensuite tout au long de la saison? Une question qui ensuite, Fatim vous posera la dernière. Voilà, donc c'est un très bon résumé. Il faut créer une communauté et moi, je dirais même plus, il faut considérer que chaque émission que vous allez mettre en ligne sur les plateformes d'écoute, c'est une sorte de mini-média. Donc, c'est une marque média qui va rassembler des auditeurs avec leurs spécificités, leurs attentes. Donc, une communauté, comme vous le dites. Et il faut vraiment prendre soin de cette communauté, non seulement sur les applications d'écoute, mais aussi sur toutes les autres plateformes numériques. On n'a pas parlé de YouTube. Il peut être très intéressant de faire des versions vidéo des podcasts pour que les internautes puissent écouter les podcasts également sur YouTube. Ouais. C'est une bonne idée. Fatim, pour terminer, une question, une réponse, 30 secondes. Justement, quelle est la limite entre la collaboration entre les réseaux sociaux et nos productions, puisqu'on a dit tout à l'heure, ils peuvent tout simplement bloquer la diffusion des contenus? Alors, j'ai pas compris. Les réseaux sociaux peuvent bloquer? Là, on a eu l'exemple de WhatsApp, par exemple, qui a interrompu un flux. Souvent, quand on est sur Facebook, moi, j'ai vu, par exemple, un certain nombre de contenus qui ont été bloqués parce que le son, parce que… parce qu'il y a une problématique de droit aussi, vous ne respectez pas la réglementation. Donc, quelle va être la limite entre la collaboration entre les producteurs de podcasts et les réseaux sociaux qui sont grands pourvoyeurs d'auditeurs, mais qui ont droit de vie et de mort sur nos contenus?
Oui, alors tout à fait. Effectivement, il faut faire attention lorsqu'il y a des problématiques de droit d'auteur, etc. Mais disons que l'avantage, c'est que le contenu principal, il est quand même sur des applications d'écoute. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de risque. Vous pouvez être bloqué par certains réseaux sociaux, mais vous pouvez continuer à tenter de faire de la promotion sans que les réseaux sociaux puissent bloquer le podcast lui-même, qui lui va toujours être accessible sur Spotify, sur Apple, sur Deezer. Mais effectivement, ça peut être un problème lorsqu'il y a des problématiques de droit d'auteur, notamment pour la musique. La musique. La pub, pardon Frédéric. Et la pub alors? Souvent on veut insérer de la pub, comme on fait? Je déborde de 30 secondes. Ah, ça, c'est encore une bonne question, mais c'est encore autre chose pour la monétisation. Et c'est trop tard, malheureusement. La pub, effectivement. Mais c'est trop tard parce que c'est toujours trop court, Fatim. Donc, la prochaine fois, on allongera les sessions pour qu'on puisse avoir la possibilité de s'exprimer davantage. Antoine Laurent, merci beaucoup. Podcast avec un K, hein, podcast.fr pour en savoir plus. Salut Antoine, merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.